Bon frère, soir, bienvenue dans cette édition d'information. Ouverture de la première session ordinaire le 1er juillet dernier à Abuja, au Nigeria, de la 6e législature du Parlement de la CEDEAO. Au cours de ces assises, plusieurs appels ont été lancés, dont le retour à la CEDEAO des 3 pays de l'AES, qui a bien été sollicité sous l'égide de la nouvelle présidente de la CEDEAO. Le commentaire avec Ousseina Hassoumi. Ouverte le 1er juillet 2024 à Abuja, au Nigeria, la première session ordinaire du Parlement de la CEDEAO a été présidée par sa nouvelle présidente, la Togolaise Memunatu Ibrahima. C'est en effet le Togo, pays frère et ami du Niger, qui assurera pour les 3 années prochaines la présidence du Parlement de cette institution dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne font plus partie depuis le 28 janvier 2024. À l'ouverture de cette session qui va durer 3 semaines, la Togolaise Memunatu Ibrahima a appelé à la mise en œuvre des recommandations contenues dans la déclaration de Kano adoptée par les députés de la CEDEAO en mai 2024. En effet, en mai 2024, soit 5 mois après l'annonce des 3 pays de quitter l'institution sous-régionale qui constitue une menace existentielle pour ces derniers, le Parlement de la CEDEAO, en réponse à l'appel du président de la Commission, qui a demandé une intervention urgente de l'institution dans la résolution des problèmes de la communauté, a décidé, à travers la déclaration de Kano, de mettre en place un comité ad hoc de médiation afin de travailler avec toutes les parties prenantes pour amener le Niger, le Mali et le Burkina Faso à revenir au sein du bloc sous-régional. Ce sont les recommandations de cette déclaration dite de Kano que la nouvelle présidente du Parlement de la CEDEAO appelle vivement à mettre en œuvre, puisque dans un peu plus de 6 mois juridiquement, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne seront plus membres de l'institution sous-régionale dont ils sont membres des pères fondateurs en 1975. Certainement, vous vous en souvenez, le 6 décembre 2023, les autorités de la transition ont pris la décision que toutes les entreprises françaises et nigériennes opérant dans les 2 pays doivent désormais payer les impôts. Cette décision est en vigueur depuis le 24 juin 2024. Suivant la réaction de l'analyste politique Issoufou Kado dans ce reportage signé Balima Bourema et Luc Ouga. Désormais, toute entreprise française et nigérienne opérant dans les 2 pays doit payer les impôts dans les 2 pays. C'est la conséquence de la décision des autorités nigériennes prise le 6 décembre 2023. Le Niger et le Mali ont dénoncé les accords fiscaux entre les 2 pays et la France. Cette décision est entrée en vigueur le 24 juin dernier. En appliquant le principe de la réciprocité, les autorités françaises ont également dénoncé les accords fiscaux. Pour l'analyste économique Issoufou Kado, la France a plus à perdre. Le pays a des entreprises ou des personnes qui exercent des activités dans l'autre pays co-contractant. Mais nous n'en avons pas. Au Niger, il n'y a pas beaucoup de Nigériens, des activités, des entreprises nigériennes qui exercent en France. Donc que la France applique la réciprocité, c'est plutôt à son détriment. Parce que quand vous prenez les sociétés minières, bien que beaucoup de Français ont quitté avant avec l'application de la Convention. Vous avez la Cour La Fontaine, la clinique Gamkale, les sociétés minières, là, que ce soit Cominac, Somaïr, les Orano, elles ne payent pas des impôts ici, elles payent en France. Maintenant, avec la dénonciation, elles seront obligées de nous payer. Mis en œuvre depuis 1966, ces accords ont occasionné d'énormes pertes au Niger, selon Issoufou Kado. Je ne peux pas savoir la perte, mais ça doit être des milliards. Parce que si vous vous rappelez, au moment du boom de l'uranium, il y a beaucoup de sociétés minières françaises, il y a beaucoup d'exploiteurs nigériens qui sont ici. À un moment donné, vous avez même la Bra Niger, elle est gérée par les Français. Vous avez la société qui fabrique du savon, là. C'était des Français. Vous avez beaucoup de sociétés de commerce agro-industrie qui étaient gérées par des Français. C'était des milliards. Bon.
C'est le 6 décembre dernier que le Niger et le Mali ont dénoncé ensemble les accords fiscaux. Il s'agit de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Niger tendant à éliminer les doubles impositions et à établir les règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale, signé à Niamey le 1er juin 1965 et publié par décret numéro 66-885 le 23 novembre 1966 et modifié par l'avenant signé à Niamey le 7 février 1973 et publié par décret du 1er mars 1977. La région de Niamey a enregistré un taux de réussite de 65,57% pour les examens du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD session juin 2024. Un exploit salué par les responsables du secteur éducatif. Retrouvons Suleiman Ousmane et Maman Siraj Nassirou. 65,57% sur le taux de réussite de l'examen du CFEPD 2024 enregistré par la région de Niamey. La publication de ces résultats a été officiellement annoncée par le premier responsable en charge de ces examens de la région. Nous avons présenté 38 209 candidats et sur les 38 209 candidats, nous avions eu 23 835 admis, soit un taux de réussite de 65,57%. Et surtout, en tout cas, dédié à l'ensemble des acteurs qui, en tout cas, matin et soir, les directeurs d'école, les conseils pédagogiques, les inspecteurs, matin et soir, en tout cas, se sont mis au travail pour que ces élèves-là puissent quand même réussir à cet examen. Et Dieu merci, aujourd'hui, avec ce taux que nous venons de recevoir, en tout cas, nous pouvons nous réjouir au niveau de la région de Niamey. Nous pouvons nous réjouir parce que tous ceux qui sont admis, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est des élèves arrivés au CEG. Nous sommes convaincus que ces enfants vont tenir, en tout cas, en classe de 6e. Du point de vue organisation, selon l'inspecteur Sayedi, les examens se sont bien déroulés et a félicité l'ensemble des acteurs pour leur contribution pour la bonne tenue de ces examens. Au niveau de la région de Niamey, nous pouvons nous réjouir que l'organisation de cet examen a été une véritable organisation. Ce qui a permis aux différents acteurs, en tout cas, d'être sur pied pour la réussite de cet examen. Les examens qui ont été organisés de manière propre. Toutes les dispositions étaient prises pour que cet examen puisse être, en tout cas, fait dans de bonnes conditions et dans les conditions de transparence. À Niamey, depuis hier, malgré les instructions données par les premiers responsables en charge de ces examens, beaucoup de centres d'examen n'ont pas encore publié les résultats. Selon plusieurs sources, pour l'instant, la région de Niamey est classée en tête des régions en termes de taux de réussite, édition 2024. Dans l'après-midi de ce mardi 2 juillet 2024, Niamey a enregistré sa deuxième grosse précipitation. Du coup, cela a rendu certaines artères et carrefours de la capitale impraticables, causant ainsi le désagrément chez la population. Le constat avec Aboubakar Amadou et Ibrahim Ide. Après la pluie, le beau temps a-t-on coutume de dire. Mais dans certains quartiers et artères de la ville de Niamey, le constat est tout autre. Des routes submergées ou inondées par les eaux de pluie, des mares qui se créent, donnant refuge aux moustiques, ce qui du coup crée le désagrément aux populations riveraines. L'eau a complètement submergé les voies, rendant ainsi le passage difficile pour les usagers. Nous demandons aux autorités d'avoir un œil regardant à cette situation. Vous voyez ce qui se passe maintenant. Hier, c'était la pluie. Actuellement, même il y a la pluie. Et puis nous, on a du mal parce que les clients qui viennent venir chez nous, quand ils vont venir ici, il n'y a pas là où garer leur véhicule, il n'y a pas là où même traverser pour venir. Donc vraiment, c'est un problème. En tout cas, ici, sur les 100 mètres, l'eau nous a beaucoup causé des désagréments. Parfois, on arrive à peine à rentrer à la maison à cause des eaux. Pour ces dernières, ces désagréments sont engendrés en grande partie par le manque de caniveaux ou bouchées à certains niveaux, empêchant l'écoulement des eaux. C'est le fruit du mépris des responsables de la ville de Niamey. L'origine, il n'y a pas de caniveau. Même s'il y a des caniveaux sont bouchés. Donc du coup, il n'y a pas de caniveau. Normalement, moi je pense que c'est le travail de la mairie. Je ne vais pas dire que je connais leur travail,
Mais au moins, de temps en temps, on peut venir voir les caniveaux. Là où il y a à réparer, on répare. Je pense que c'est mieux comme ça. Sinon, les caniveaux sont là et ils sont bouchés. Donc l'eau ne peut pas couler. Nous appelons les autorités à prendre des dispositions nécessaires pour atténuer notre souffrance. Une ville comme Niamey ne peut pas rester sans caniveau utile. Quand il pleut, nous n'arrivons même pas à joindre nos lieux de travail à cause des eaux. Nous appelons à l'indulgence des autorités communales. À faire un tour dans la ville de Niamey, l'on constate aisément que toutes les démarches et initiatives entreprises par les autorités pour faire de la capitale du Niger une ville coquette n'ont pas donné effet escompté. En dehors des montagnes de déchets qui s'érigent un peu partout dans la capitale, à chaque saison pluvieuse, la population vit le calvaire avec les voies submergées ou les habitations inondées par les eaux. Le comité d'organisation de l'événement MENADOR de la Fédération nigérienne de football a animé ce matin une conférence de presse au siège de la FENIFOOT. Objectif, faire le point des préparatifs de ce grand événement, présenter les partenaires et sponsors et dévoiler à tous les acteurs du football nigérien le mode de vote en vue de déterminer les lauréats. Le point avec Ablaziz Mamadou et Ablaziz Chibrilla. Après plusieurs années d'interruption, l'événement MENADOR reprend service. La nuit des stars du football nigérien est prévue cette année le 27 juillet 2024 à l'hôtel Radisson Blu de Niamey. La présente conférence vise à faire le point des préparatifs du MENADOR. La reconnaissance, pourquoi ? Parce que ça nous permettra de récompenser les acteurs de notre football, les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs, des hommes qui sont distingués au niveau de notre football. La célébration, c'est une cérémonie qui sera organisée autour de la nuit, sur le thème La Nuit des Stars. À l'occasion de cette cérémonie qui aura lieu au Radisson Blu le 27 juillet 2024, nous aurons des invités venus de plusieurs horizons, des célébrités qui vont nous rejoindre. Je tairai pour le moment leurs noms, des célébrités qui sont dans le domaine du football, dans le showbiz, et dans beaucoup d'autres secteurs. Donc aussi, nous aurons aussi l'inspiration. L'inspiration, pourquoi ? Parce que le Niger regorge de footballeurs, d'anciens footballeurs qui ont fait la gloire de ce pays, qui continuent de faire la gloire de ce pays. Nos jeunes talents que nous avons aujourd'hui devront s'inspirer d'eux pour lever encore plus le drapeau du Niger, le Niger surtout. Le comité d'organisation a fait appel à plusieurs partenaires en vue d'assurer la réussite de ce grand événement. Il nous a approchés pour l'organisation de cet événement. Nous n'avons pas hésité un seul instant parce que c'est aussi une occasion en fait, d'accompagner cette jeunesse-là. Nous sommes aujourd'hui tous des jeunes, comme vous le constatez dans le comité, et il fallait répondre à cela. Accompagner la jeunesse nigérienne dans tout ce qu'elle fait et faire révéler ces talents-là qui sont là. Souligner l'importance de la contribution de chacun d'entre nous pour faire de cet événement une référence. Nos partenaires et sponsors joue un rôle crucial dans la réussite de cette soirée. Nous devons faire de cet événement une référence en termes de reconnaissance et d'excellence. Pour notre part, nous avons prévu de vous faire vivre une soirée mémorable et inoubliable. Nous comptons sur vous et sur nos partenaires. Les acteurs du football sont invités à voter en faveur du meilleur joueur, meilleur espoir, meilleur joueur nigérien évoluant à l'extérieur, meilleur joueur étranger du championnat, meilleur gardien, meilleure joueuse, meilleur arbitre assistant et meilleur entraîneur. La direction technique aura dans ce vote 40% des voix, le public 20% et les journalistes sportifs 40%. Actu sur le web de tous les mercredis, c'est avec Balima Bourema. Balima Bourema, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'actu sur le web de ce mercredi 3 juillet 2024. Balima, nous démarrons ce numéro d'actu par cette information d'agence ecofin.com qui nous apprend que le port autonome de Cotonou perd énormément depuis la fermeture des frontières.
Oui, l'exclusion des opérateurs du Niger du port de Cotonou dans le contexte de la crise bénino-nigérienne a occasionné une baisse d'environ 15% du chiffre d'affaires de la plateforme, a révélé Bart Van Ieno, son DG, à l'occasion d'un entretien avec une radio locale. L'impact de la crise est selon lui à relativiser car les statistiques montrent que le trafic des navires est passé de 95 à 100 par mois à environ 80 à 110 bateaux par mois. Cette baisse s'est ressentie sur les volumes globaux dont l'une des composantes principales qu'est le trafic transit a diminué. Sur les 10 millions de tonnes que le port de Cotonou importe, il y a à peu près 30% qui allaient vers les pays de l'Interland, tels que le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Tchad. De ces 30%, il y avait 90% qui étaient à destination du Niger, a-t-il expliqué. Le bras de fer entre les deux pays voisins perdure depuis août 2023, après les sanctions appliquées par la communauté économique des États de l'Afrique CEDEAO au Niger, suite au coup d'État de juillet 2023, ayant porté le régime militaire actuel au pouvoir. Malgré la levée des sanctions en avril, le Niger a maintenu les barricades à son principal poste frontalier avec le Bénin, accusant son voisin d'abriter des bases militaires françaises. Depuis le début de cette crise, le Niger, qui est un pays enclavé, a trouvé d'autres alternatives pour s'approvisionner via les ports voisins de Lomé et de Tema, au prix de distances plus longues, des coûts logistiques plus élevés et des délais de livraison plus difficiles à anticiper. Pendant ce temps, la BOAD se dit prête à accompagner le Niger dans plusieurs secteurs selon ANP.NE. Au terme de la rencontre, le directeur du département énergie et ressources naturelles, M. Omar Tambeli, a indiqué être à Niamey dans le cadre d'une mission de revue des projets financés au Niger et de programmation de nouvelles opérations à financer par la BOAD, avant de souligner avoir présenté au Premier ministre la feuille de route de sa mission. Nous avons affirmé la disponibilité de la BOAD à accompagner le Niger dans ses efforts de développement afin que les projets que nous allons financer soient importants pour les populations nigériennes. Nous avons identifié un certain nombre de secteurs avec le Premier ministre et il a insisté sur les 3 secteurs prioritaires. D'abord, c'est tout ce qui touche à la sécurité alimentaire et à la transformation des produits agricoles. La deuxième priorité qu'il nous a indiquée touche à l'énergie, tout ce qui porte à l'accès à l'énergie par la population. Et le troisième secteur qu'il a identifié, c'est les infrastructures routières et de l'économie numérique. Il a également parlé de tout ce qui est santé, éducation et logements sociaux, a confié le directeur du département énergie et ressources naturelles de la BOAD. Nous sommes en train d'échanger sur les différents services concernés. Les ministères sectoriels vont remonter les projets qui s'inscrivent à ces priorités de telle sorte qu'à la fin de ces différentes rencontres, nous ayons en tout cas identifié les opérations qui peuvent être financées par la BOAD. Mais je rappelle que le plan Joliban, qui est la boussole des interventions, est fixé à 3 300 milliards de francs CFA sur la période 2021-2025 à l'ensemble de nos pays membres de l'UEMOA et le Niger étant membre. Les investissements qui vont être réalisés concernent également le Niger, a conclu le directeur du département énergie et ressources naturelles à la BOAD. Dans la zone du lac Tchad, 70 terroristes ont été tués par la force multinationale mixte selon voaafrica.com. La force multinationale mixte FMM, composée des forces armées du Niger, du Nigeria, du Tchad et du Cameroun, ainsi que de l'armée tchadienne, ont mené des assauts aériens, navals et terrestres sur les positions terroristes situées dans la zone du lac Tchad, tuant 70 terroristes, a déclaré lundi la FMM dans un communiqué. L'armée tchadienne avait fait état du même bilan dans un communiqué dimanche, mentionnant plus de 70 terroristes mis hors d'état de nuire par la force d'intervention rapide, une unité d'élite récemment créée par le président tchadien Mohamed Idriss Déby. Le conflit terroriste a démarré en 2009 dans le nord-est du Nigeria avec Boko Haram, puis avec l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, et a fait 40 000 morts et environ 2 millions de déplacés au Nigeria. Les bombardements de l'AFM sur la rive nigériane ont forcé les combattants à fuir côté tchadien où ils ont été poursuivis et 110 d'entre eux ont été tués par l'armée tchadienne, a déclaré le lieutenant-colonel Aboubakar Abdullahi,
porte-parole de la FMM. M. Abdullahi n'a pas précisé si le groupe visé appartenant à Boko Haram ou à Isawab, 5 camps de militants et des dépôts de munitions, ainsi que 8 véhicules équipés d'explosifs destinés à des attentats suicides ont été détruits. Samedi, les multiples attentats suicides dans la ville nigérienne de Gwanza, nord-est, près de la frontière avec le Cameroun, ont tué 32 habitants et fait 40 blessés. Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu a déclaré que ces attentats suicides étaient une claire manifestation de la pression contre les terroristes et des succès enregistrés pour affaiblir leurs capacités. Ces dernières semaines, l'armée nigérienne a intensifié les bombardements aériens sur les camps terroristes du lac Tchad, augmentant ainsi la pression sur les militants qui ont répondu par des attaques meurtrières contre les pêcheurs, les accusant de fournir à l'armée des informations sur leur position. Enfin, Balima au Congo démocratique, les rebelles de M23 progressent selon DW.com. Le 29 juin, c'est la ville clé de Kanyamboronga qui est tombée aux mains des rebelles du M23. Plus de 60 000 personnes et des dizaines de milliers de personnes déplacées ces derniers mois vivent dans cette ville du Nord Kivu. Sur le terrain, précise Chobert Agenoga, qui enseigne à l'université de Kisangani, il y a des dysfonctionnements au sein de la chaîne de commandement. Ce facteur serait une des raisons pour lesquelles les FARDC peinent à barrer le passage au M23. Il y a aussi, poursuit-il, des régions militaires qui sont dans cette région. Cela crée des problèmes de coordination des troupes, voire des conflits entre les différents commandements qui sont déployés dans la région. À cela s'ajoute la défiance d'ordre logistique. Les troupes qui sont au sol bénéficient faiblement des appuis aériens et du ravitaillement qui arrive parfois avec beaucoup de retard, sans compter la démotivation des militaires qui se plaignent régulièrement que leur prise en charge est déficiente, c'est-à-dire que leur salaire n'arrive pas à temps. Depuis Kirumba, le M23 a annoncé le 30 juin dernier à la population son intention de se rendre à Butembo et Beni, puis à Kinshasa. Balima Bourema, merci. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous aussi, Aminatou Yaya Maïga. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Messieurs, dames, merci également à vous de nous avoir suivis ici sur FM cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.